Alors, aujourd'hui, ce matin plutôt, on est dans les nouveaux discours de la transition socio-écologique et on va aborder la transformation socio-environnementale dans le cadre de la communication responsable sous 5 angles distincts, donc les 5 chantiers. Et on va faire ça en compagnie de nos superbes panélistes que j'inviterai à monter sur scène. Si vous le voulez bien, allez vous installer dans vos chaises respectives. Normalement, il devrait y avoir un micro pour chacun, chacune. Voilà. Tiens, je peux donner ce micro ici. Donc, il y a un petit bouton pour l'allumer. Quand c'est ouvert, ça fonctionne. C'est ça que ça veut dire. Et donc, avec nos panélistes, ce qu'on va voir ensemble, c'est un compte-rendu de où est-ce qu'on est dans ces chantiers-là, dans ces 5 chantiers, dans une perspective d'avancée, des avancées, des solutions dont on a été témoin dans les dernières années et les perspectives positives pour le futur. Hein? Là, on va être dans le positif, le constructif. On est dans cette construction-là, hein, Maxime? Oui. Nous sommes dans le moment présent et très humain. Et je veux juste vous avertir, chers panélistes, qu'on est en train de régler ça, mais peut-être qu'on va devoir commencer ça. Mais je le sais que vous êtes bons, fiers, forts et fortes. Donc, Oui, fort et fort, certainement. Et hein, vivre avec ou sans PowerPoint, je pense qu'on peut y arriver. Je commencerai donc par introduire Alexandre Warnet, qui sera notre premier interlocuteur, conseiller municipal de Laval-des-Rapides, auteur de l'essai Régénérescence, que j'ai dû pratiquer quelques fois pour le prononcer adéquatement. Il a lancé le mouvement Gardien du vivant en 2023. Il est membre associé du comité exécutif de la Ville de Laval, responsable de la transition écologique et il préside la commission environnementale de la communauté métropolitaine de Montréal. Formé comme ambassadeur du climat par Al Gore, il a représenté la jeunesse au sommet de la francophonie en 2018. Je me suis arrêtée là pour le CV parce que là, j'aurais pu continuer encore. Mais je pense que ça donne quand même l'idée de la personne qu'on a devant nous présentement. Bienvenue, Alexandre. Merci beaucoup. Donc, oui, absolument. Pourquoi pas? On aime ça, hein? C'est de l'amour, c'est de l'énergie. On est beaucoup là-dedans aujourd'hui. Donc, je vais quand même te lancer une question pour t'introduire dans ton propre sujet. La philosophie centrale derrière le mouvement des gardiens et gardiennes du vivant, comment cette perception-là change notre rapport à la biodiversité? C'est beaucoup à travers cette lunette-là que tu vas nous parler là, ce matin. Vous auriez pu voir une phrase qui correspond parfaitement à ça. Peut-être qu'elle va venir, mais je vous l'ai dit et visualisez-la dans votre tête. Le monde n'est pas un problème à régler, c'est une communauté à laquelle on appartient. Et ça change complètement la donne. Avec le chantier biodiversité, là, qui est un peu mon rôle ce matin là, dans les 5 chantiers, le message central qui change tout, c'est la biodiversité, ce n'est pas extérieur à nous, on en fait partie. Donc, une vision écocentrique qui réintègre l'humain au cœur du vivant. Oui, ça fait écho quand même à ce que Virginie nous invitait à intégrer dans notre corps et notre pensée ce matin. Je trouve que c'est exactement ça. Donc oui, régénération de la biodiversité avec toi ce matin. Je te laisse. Parfait. Mais ça met très bien la table. C'était l'introduction que je voulais vous partager parce que quand on parle de chantier d'action concrète, de transition extérieure, dans notre cadre bâti, dans la protection de notre territoire, tout ce qui touche la protection de la biodiversité pour mon chapitre ce matin, bien, il faut se rappeler d'abord avant tout que ce qui canalise notre action concrète, les politiques qu'on fait, les choix individuels qu'on fait, les choix de consommation, même pour qui on vote, bien, ça part du point de vue de notre paradigme, notre vision du monde. Et j'ai envie de commencer par des questions de vision du monde avant d'aller me plonger dans des éléments concrets puis des notes d'espoir, parce qu'effectivement, il y en a des belles. Et là, je n'ai pas le pointeur. Il s'en vient. Hey, c'est fantastique. On a une équipe, là. C'est vivant, hein, justement. C'est très vivant. Génial. Demandez et vous recevrez. Parfait. Hey, rouge et vert. C'est quand même assez intuitif. Et dans Gardien et Gardienne du... Oui, c'est logique, hein? Dans Gardien et Gardienne du vivant, ce qu'on se fait comme vision d'abord de la société d'aujourd'hui, et le constat est clair, hein? Notre grand Hubert Reeves qui a rejoint les étoiles tout récemment nous le disait, hein, le constat, c'est qu'on fait la guerre à la nature. Et si on la gagne, on perd. Donc,
La source première pour laquelle on fait la guerre à la nature, on la trouve dans notre compréhension de ce que c'est l'environnement, ce que c'est la nature et quel est notre rôle dedans. Si notre société, elle est en mode exploitation, destruction, domination du reste du vivant, c'est parce qu'elle est posée sur un paradigme, sur une vision qu'on appelle chez nous la société dégénératrice, donc on dégénère. Et c'est pas drôle, là, le mot dégénération. Là. Quand on pense à l'avenir, ça a toujours été quelque chose d'excitant. On se projette dans l'avenir, vers le futur. Puis là, tout d'un coup, dans ce cadre d'une vision qui dégénère, le vivant, y compris soi-même, y compris les liens entre nous et y compris avec le reste du vivant, bien, l'avenir, c'est angoissant. On n'a plus tout d'un coup envie de se projeter dans l'avenir. Et cette société-là, elle est basée sur quoi? Bien, sur 3 piliers que je vous présente. La séparation, donc la séparation de l'humanité du reste du vivant. L'indépendance, qui est une nuance de la séparation, mais qui dit ce qui arrive aux autres ne nous arrive pas. Les conséquences sont indépendantes. Et finalement, c'est une vision, une société qui est basée sur l'anthropocentrisme, donc centrée sur l'être humain. Et souvent, d'ailleurs, le mouvement écologiste est aussi inséré dans cette vision anthropocentrique. Pour être conseiller municipal en environnement, on l'entend souvent, c'est le type d'argument qu'on veut avoir. Qu'est-ce que ça nous donne à nous, humains, d'avoir telle action sur les écosystèmes, par exemple? C'est toujours centré sur soi, pas sur l'ensemble. Et c'est là que Gardiens et gardiennes du vivant propose quelque chose pour une vision pour remplacer, dans le fond, cette société dégénératrice et ses 3 piliers. Je vous parle d'écosophie, hein, qui est un mot qui vient d'Arne Næss, un philosophe norvégien qui parlait d'écologie profonde par rapport à l'écologie traditionnelle qu'il nomme superficielle parce qu'elle ne s'attaque pas à la racine du problème. Donc, une écosophie, hein, éco, la maison où on est, sophie, sagesse, donc une sagesse de la maison, régénératrice, parce que c'est le grand objectif sur lequel on pourra revenir. Donc, par quoi est-ce qu'on change les 3 piliers de la société régénératrice? Je vous présente 4 principes. 4 principes qui pourraient être à la fois adoptés individuellement, chacune d'entre nous, comme une éthique personnelle, mais aussi des principes qui devraient nous guider collectivement, tant dans nos organisations que comme société plus large. Premier principe, la biophilie, hein, littéralement en grec, amour du vivant. L'appartenance au vivant est au cœur de notre identité, en se rappeler que nous sommes vivants. Donc, au cœur de nos convictions et de notre action, la nature est source d'amour, de respect, de résonance et d'épanouissement. Déjà, se rappeler l'amour du vivant, imaginez une politique qui met en œuvre l'amour du vivant. Qu'est-ce que ça changerait autour de nous? Deuxième principe, bien là, on floche l'indépendance dont j'ai parlé tantôt pour parler d'interdépendance. Nous sommes nature. C'est juste se répéter ça 3 fois chaque matin, ça peut nous aider à changer notre perspective. L'humanité fait partie intégrante de la grande communauté du vivant dans une relation d'indissociable interdépendance et une perspective de fraternité unie dans notre diversité. Le 3e principe qu'on vous propose, changer l'anthropocentrisme pour l'écocentrisme. Et cette vision-là, ce qu'elle nous rappelle, c'est que tous les êtres ont une valeur intrinsèque, hein, pas en rapport à ce qu'ils nous offrent à nous, l'humanité, mais en soi, que tous les êtres sont différents, mais égaux, que le principe de justice, ça englobe tout le vivant, pas juste les êtres humains, et que la nature possède aussi des droits fondamentaux. Donc, des conséquences majeures hein, aussi si on applique ce principe-là. Et finalement, le principe de responsabilité. Ça nous concerne, nous, comme humanité. On a le devoir fondamental de prendre soin et de défendre le vivant parce qu'il est attaqué. L'humanité doit jouer un rôle d'intendance bienveillante, stewardship en anglais, et avoir un impact régénérateur. Et c'est le mot-clé, impact régénérateur, qu'on va suivre dans les minutes qui suivent. Maintenant et pour les générations futures, humaines et non humaines, si on prend un point de vue écocentrique. Et qu'est-ce que ça nous donnerait, ça, comme société, si on adaptait ces 4 principes, cette écosophie régénératrice? J'aimerais ça entendre ça. Ben oui, c'est ça. Et là, on est dans la projection, hein, dans le récit, pour arriver vers des éléments qui tendent vers là. Bien, une société qui est biophile, c'est une société qui aime profondément la nature, qui célèbre hein, la nature, puis dans laquelle la nature, elle est partout, dans son aménagement, dans sa trame urbaine, et ça, c'est l'élu municipal qui parle, mais aussi dans son éducation, aussi dans ses CPE, aussi dans ses résidences de personnes âgées, aussi dans ses rites sociaux, qu'on ne distingue plus de ce qui est, par exemple, l'urbain, l'humain
et la nature, non, un tout unifié. Une société qui reconnaît l'interdépendance, donc du vivant, et pour qui la présence des autres vivants, végétaux ou animaux, c'est immensément plus important que leur exploitation, hein, et qui veille à la santé de son territoire et de tous ses êtres de manière intégrée, hein, leurs besoins comme étant complémentaires. Une société qui est écocentrique, ça veut dire une société aussi qui connaît sa flore, sa faune, qui connaît ses particularités uniques géographiques, qui se rappelle que son territoire ne lui appartient pas, mais que nous appartenons au territoire. C'est une économie qui se donne comme devoir de régénérer les écosystèmes. Je reviens avec ce mot-là, régénération, régénérescence. Et là, il y a un appel mot-clé pour vous, un autre, dépasser le simple développement durable. Hein, qui dit essentiellement, on laisse la situation dans le même état qu'on l'a trouvé quand on est arrivé. Bien, on a assez scrappé la biodiversité qu'on n'est plus juste en mode laisser dans le même état. Donc, ce n'est plus un impact neutre qu'on veut avoir, c'est un impact positif. Et si on pouvait avoir une empreinte écologique vertueuse, positive, laisser dans un même état, guérir, restaurer, régénérer. Et ça, c'est un peu pour la vision, hein, vers où on devrait aller, vers où on devrait tendre. Puis là, j'achève en vous partageant des initiatives qui sont positives. 3 initiatives publiques inspirantes, je pense, qui nous disent qu'on peut aller vers là déjà. Le premier, c'est le plan Nature 2030 du gouvernement du Québec. Donc, la COP 15 sur la diversité biologique l'an passé a été comme un coup vraiment de gong important au Québec et la question de la biodiversité est devenue centrale, en tout cas dans certains ministères. Et il y a cet engagement de protéger 30% du territoire québécois d'ici 2030 avec des consultations en cours maintenant. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et si vous participez aux consultations, bien, n'hésitez pas à partager les visions qu'on vient d'évoquer. Plus localement, le plan 30-30 de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est la même chose, 30% du territoire d'ici 2030, mais là, dans le secteur le plus urbanisé du Québec. Et la biodiversité la plus riche en termes de diversité, c'est au sud du Québec que ça se passe aussi. Et ça, c'est tout un coup de barre là, pour un endroit très, très, très urbanisé, très inspirant. Les trames vertes et bleues. Celle de la communauté métropolitaine de Montréal, mais celle des municipalités qui la composent aussi. C'est un concept qui vient d'Europe, hein, ça vient c'est appliqué dans plusieurs municipalités. Cette idée que oui, protéger, conserver les espaces naturels, verts et bleus, mais en composer des trames. Donc, connectivité, s'assurer que ce ne soit pas juste des îlots de verdure ou des îlots de bleu déconnectés, mais qu'il y ait une connectivité pour la biodiversité. Et ça, c'est vraiment inspirant et c'est en cours. Et 2 inspirations avec cette question, et si le meilleur était à venir? Oui. La première en milieu urbain, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Oui, la nature, on parle beaucoup de densité. Si la densité, c'est mal fait, ça déconnecte les humains du reste du vivant. Donc, quel type de densité est-ce qu'on veut? Et c'est là que l'aménagement et l'architecture biophile entrent en jeu. Ce sont des techniques hein, d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture qui existent. Il y a des livres, il y a des formations. Mais au Québec, on n'est pas très avancé là-dedans. Et c'est cette idée que nos aménagements et nos immeubles doivent, comme je le disais tantôt, doivent s'intégrer pleinement à la nature. C'est par exemple des immeubles où il y a des espaces dans la construction faits pour les oiseaux, pour nicher. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est la réintégration des ruisseaux dans la trame urbaine. Donc, il y a plein d'éléments. Donc, inspiration pour les prochaines années. Et le grand bout que j'ai envie de vous partager, qui est à nouveau une inspiration de l'Europe, de la France, l'objectif zéro artificialisation nette. Ça aussi, c'est un mot, c'est comme régénérescence. Hein? Il faut le dire 3 fois vite, artificialisation. L'objectif ZAN, pour vous... Ouais, ça, je me suis pratiqué. Donc, ça, c'est une super inspiration qu'on pourrait ramener de ce côté-ci de l'Atlantique. Qu'est-ce que c'est? Donc, en France, et c'est intégré dans la loi nationale, d'ici 2030, ça veut dire 50% de réduction de l'étalement. Et surtout, en 2050, qui est la date de l'objectif ZAN, si on veut minéraliser un nouveau mètre carré, il faut déminéraliser un mètre carré à quelque part. Donc, on se dit qu'à partir de ce moment-là, la superficie totale minéralisée, elle est atteinte. Le maximum est atteint.
Donc, ça invite à redévelopper. C'est pas, la société n'arrête pas d'évoluer, qu'on n'arrête pas de se développer, mais de se développer dans le cadre qui est déjà bâti. Donc, redévelopper, redesigner, arrêter d'empiéter sur la nature. Et ça, c'est un élément incontournable si on veut ici aussi arriver à nos objectifs. Puis le 30-30, c'est 30, la science nous le dit, c'est le minimum. Idéalement, c'est 50. Et pour appliquer ces principes-là, un rendez-vous incontournable qui s'en vient et vous allez être mobilisés pour celles et ceux qui sont dans le Grand Montréal. La consultation publique du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD pour les intimes de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est le master plan du développement des 82 municipalités du Grand Montréal. C'est là-dedans qu'il y a plusieurs années, on s'est dit, il y a des zones TOD là, autour des métros, puis des gares, on développe en hauteur, en densité. C'est là-dedans qu'il faut introduire les concepts et on va avoir besoin. Il y a beaucoup de résistance, évidemment. 82 municipalités du Grand Montréal, c'est des réalités très différentes. On va avoir besoin de votre voix. Puis, en résumé, donc en conclusion, 2 propositions, celle de se rassembler autour d'une vision commune, celle qui dit que l'ensemble du vivant, c'est notre étoile du Nord, l'ensemble du vivant s'épanouit dans une relation de symbiose sur une terre régénérée. Vous pouvez en changer terre pour mon quartier, ma ville, ma communauté, et de faire de la régénérescence un projet de société. Donc, la société régénératrice, c'est quelque chose dans lequel qu'on peut nommer et sur les principes écosophiques que j'ai partagés pour dire c'est vers là qu'on s'en va et ça devrait être notre projet de société, la régénération. Merci, Alexandre. Hein? Oui. Ici, ça se pouvait, ici, le meilleur était à venir. J'aime ça, hein, cette pensée-là, ça ouvre plein de portes tout à coup. Puis j'étais à l'événement Comme Climat mercredi et une phrase que j'avais déjà entendue, mais tu sais, c'est bon de se faire rappeler les choses de temps en temps. On est au milieu d'une forêt. Même à Montréal, on est au milieu d'une forêt, on est sur une île, on est entouré d'eau, on l'oublie parce qu'on est entouré de bâtiments, mais de penser à ça, qu'on est au cœur d'une forêt dans le fond. Puis on a ce devoir de se reconnecter à cette nature et la connectivité est vraiment essentielle. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation inspirante. On poursuit avec Caroline Lapierre, donc agronome et analyste chez Équiterre, spécialisée dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Tu es chroniqueuse radio, membre du Conseil du système alimentaire montréalais et tu sièges au Conseil d'administration de l'Ordre des agronomes du Québec. Et avec toi, on parle, là je vais ajouter le mot dont on parlait tout à l'heure, d'agriculture et alimentation durable. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime beaucoup parler d'alimentation, mais de nommer que c'est important. Des fois, on est une nation de moins en moins agricole et on oublie que derrière, il y a des agriculteurs et qu'il faut se relier. On parlait de ne pas être indépendant, plutôt de se relier, mais on peut y arriver par l'alimentation quand on connecte les points ensemble. Oui, définitivement. Et je me lance tout de suite, oui, le petit pointeur, donc vert pour avancer, rouge pour reculer. Quels sont les avantages d'une transition vers une alimentation qui est plus respectueuse de l'environnement, autant sur le plan individuel que collectif? Il y a vraiment beaucoup d'avantages, mais pour arriver un peu à les rassembler, et c'est là où je vais devoir faire ça comme ça, voilà, pour arriver à les rassembler, donc à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, puis vraiment maximiser les impacts positifs sur notre santé, sur la société, puis sur l'économie aussi. On parle de plus en plus de menus de santé planétaire. Donc, je ne sais pas si c'est un terme qui est familier pour les gens ici. Pour la petite histoire, une des premières fois que ça a été mis de l'avant, ça nous vient de la commission Eat Lancet en 2019. Donc, le journal britannique The Lancet a rassemblé 37 experts et leur a posé la question suivante que vous voyez à l'écran en anglais, mais qui dit est-ce qu'on va pouvoir nourrir seulement 10 milliards de personnes à l'horizon 2050 tout en respectant les limites planétaires, donc la capacité des écosystèmes à se régénérer? Et là, la réponse était oui, mais il y a un mais. Vous devez vous en douter. Ce qu'il faut faire, selon les experts, c'est vraiment de changer nos régimes alimentaires. Donc, il y a une transition qui est à faire au niveau de nos régimes alimentaires. Et là, on parle, le Eat Lancet met de l'avant de doubler notre consommation de fruits, légumes, noix et légumineuses et diminuer de moitié notre consommation de viande rouge et de sucre et affirme au passage qu'une alimentation où il y a plus de plantes et moins d'aliments d'origine animale, bien, ça procure des avantages pour la santé et l'environnement de façon simultanée. Et là,
c'est intéressant parce que la même année, on a Santé Canada qui a renouvelé le guide alimentaire canadien qui datait des années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, l'espèce d'arc-en-ciel. Là. Oui, je m'en souviens bien. C'est un beau graphisme. Et puis, et donc, on a chez nous un exemple de menu de santé planétaire parce que les lignes directrices de Santé Canada reprennent grosso modo les mêmes lignes que le Eat Lancet mettait de l'avant. Et donc, on a un menu qui est 50 fruits et légumes, 25 de grains entiers et 25 de protéines. Et Santé Canada nomme que dans les protéines, on a de favoriser de choisir le plus souvent des aliments, des protéines végétales. Donc, c'est quand même intéressant parce que ce n'est pas dans le mandat de Santé Canada de se préoccuper des impacts environnementaux, a quand même pris la peine d'aller le nommer, et aussi parce qu'il y a des impacts positifs pour la santé. Et donc, chez Équiterre, quand on en parle, on se dit, bon, personne part avec son guide alimentaire canadien pour aller faire l'épicerie. On peut l'avoir dans la tête, mais souvent, on met de l'avant certains concepts à tenir, à prendre en compte. Donc, essentiellement végétal et diversifié. Le essentiellement végétal, on le sait qu'en agriculture, 50 des gaz à effet de serre du monde agricole viennent de l'élevage. Donc, quand on s'en va vers un régime qui est plus végétal, à ce moment-là, on fait des gains à ce niveau-là. On réduit nos émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation. L'agriculture, l'élevage en particulier, c'est aussi un des moteurs de la perte de biodiversité au niveau mondial. Donc, une alimentation qui est plus végétale va avoir moins besoin d'espace pour pouvoir nourrir des humains. On les nourrit directement. Donc, on fait des améliorations au niveau biodiversité. Et l'aspect diversifié de notre alimentation, on le sait, c'est bon pour notre santé, mais c'est bon aussi pour la santé des sols. Tantôt, tu parlais, Alexandre, de connaître notre faune, notre flore, mais il faut aussi connaître nos sols parce que c'est vraiment le support de toute la vie sur Terre. Et d'un point de vue agronomique, quand dans un champ, d'une année à l'autre, on ne met pas la même plante, on met des plantes plus diversifiées que ce qu'on voit présentement, souvent en grande culture, c'est maïs, soya. Quand on diversifie, on a un sol qui est plus en santé. Et un sol qui est plus en santé, ça devient un sol qui capte du carbone, qui devient un puits de carbone. En fait, les sols étaient des puits de carbone jusqu'à ce qu'on coupe les forêts et qu'on les laboure beaucoup. Donc, on veut retourner vers ça. Donc, si nous, on mange une diversité d'aliments, qu'on s'approvisionne localement, on peut, par cet effet-là, encourager que ce soit aussi diversifié dans les champs. Et aussi, je rajouterais, c'est un petit peu plus économique de manger plus végétal. Hein? Les légumineuses, c'est plus abordable. Ensuite, il y a l'aspect local. On est habitué à cette notion-là. Ça soutient l'économie, les agriculteurs d'ici. Ça permet aussi de réduire le kilométrage alimentaire. Également, de manger moins transformé. 50 de nos calories, en moyenne, un adulte au Canada viennent d'aliments ultra transformés qui sont pas ce qu'il y a de mieux pour notre santé et qui ont aussi un impact environnemental. Toute cette transformation alimentaire-là a un impact. Donc, moins transformé, aussi moins emballé. Et pour réduire la quantité d'emballage en circulation puis l'impact sur l'environnement. Donc, végétal, diversifié, local, peu emballé, peu transformé. Et au Québec, après les transports, c'est vraiment le système alimentaire qui est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre et c'est la première source au niveau mondial. C'est vraiment le système alimentaire. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais individuellement, chaque jour, en faisant des changements de façon graduelle, on arrive vraiment à avoir un grand pouvoir d'influence. Et puis, tantôt, en début, là, on a parlé d'être des foodies. Bien, c'est une façon de changer graduellement notre alimentation. Hein? C'est bien difficile de se convaincre à faire des changements envers des aliments qui ne nous intéressent pas, qu'on n'aime pas manger, dont on n'aime pas le goût. Donc, c'est vraiment d'y aller graduellement, de choisir un aliment. Tiens, celui-là, l'avoine nue, apparemment, ça remplace le riz. Bon, mais est-ce que je trouve ça bon? Moi, je vais en acheter, je vais trouver des recettes. Et là, on est vraiment dans une optique on redécouvre notre terroir. Qu'est-ce qui pousse ici que je ne connais pas? On connaît bien nos fruits et légumes, beaucoup moins nos grains et légumineuses, et pourtant, on en a une grande diversité qu'on ne cultive pas en assez grande quantité, malheureusement. Mais pour que ça se mette dans les champs, l'agriculteur, il faut que ça soit capable de se mettre dans nos assiettes. Donc, redécouvrir l'avoine nue, le sarrasin, au-delà de la galette, des légumineuses. On a des haricots secs, on a de très grande qualité au Québec. On fait maintenant des lentilles. Donc, découvrir des nouveaux aliments, apprendre des recettes, apprendre des techniques culinaires. Là, le fameux passage de la légumineuse en canne à la cuisson l'haricot sec. Comment bien la réussir? C'est ça. Ça nous permet de reconnecter avec cette partie-là aussi qu'on fait moins justement par les aliments transformés, ultra transformés. Donc, de se permettre de cuisiner, de prendre ces moments-là de plaisir à cuisiner en famille ou en solo. Oui, et le télétravail, ça aide. On peut faire tremper les légumineuses et les faire cuire pendant nos réunions. Moi, c'est ce que je fais.
Maintenant, c'est tout. Caroline. Pour plus de trucs, suivez-moi. Donc, voilà, c'est une transition qu'on peut faire au jour le jour. Et là, on est beaucoup dans une optique de communication aujourd'hui. Comment, selon toi, est-ce que ça peut être intégré dans des communications, cette sensibilisation-là, ou pour donner le goût aux gens d'essayer des aliments d'ici? On va être porté à essayer des aliments d'ailleurs, mais les aliments d'ici, comment rendre ça un peu plus attrayant, selon toi? Ben, on pourrait imaginer une grande campagne qui met de l'avant les menus de santé planétaire et les différents grains et légumineuses. Mais les agriculteurs, de plus en plus, vont devenir aussi des transformateurs. Ceux qui choisissent de faire ces produits niche-là, en général, vont mettre de l'avant leurs produits. Donc, vous allez voir Signé Caméline, la ferme Tournevent au Lac-Saint-Jean qui fait des productions biologiques, du canola, des lentilles, qui fait ses huiles. Il y a différentes campagnes comme les grains du Québec, Québec Bio aussi. Donc, on peut suivre ces campagnes-là de sensibilisation. Il pourrait y avoir un effort plus concerté. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est peut-être le gouvernement un petit peu plus soutenir une diversification à la ferme à travers une diversification de nos assiettes. Mais il y a présentement un projet qui a un pouvoir transformateur assez grand, je dirais. Depuis quelques années, on demande au gouvernement, au palier fédéral et provincial, qu'il y ait un programme d'alimentation scolaire dans les écoles. Donc, l'acronyme, là, c'est le PASUC, Programme d'alimentation scolaire universelle du Québec. Et le Canada est un des rares pays à ne pas en avoir un. Hein? C'est le seul pays du G7 qui n'en a pas. Donc, c'est un petit peu, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Le gouvernement fédéral s'est engagé à donner 1 milliard et à travailler avec les provinces pour mettre ça en place. Ça fait plusieurs années, c'est toujours pas arrivé. Donc, au Québec, il y a une mobilisation autour d'un chantier qui s'est appelé Chantier PASUC, qui vise on peut réfléchir en avance parce que le jour où les gouvernements vont se décider à avancer, on va être prêt en ayant déjà réfléchi à qu'est-ce qu'on voudrait, à quoi on veut que ça ait l'air, ce programme-là. Et les avantages sont vraiment, vous devez vous en douter, sont vraiment nombreux. Pour les enfants qui vont à l'école, on vient réduire l'insécurité alimentaire, donc ça atténue un peu les effets de la pauvreté. C'est positif pour la santé et c'est vraiment une approche qui est équitable. On donne à tout le monde des chances égales de réussir et de se développer sans égard aux conditions socio-économiques. Donc, d'un point de vue sociétal, c'est un immense levier qu'on n'a toujours pas actionné, mais on travaille très fort. Et ce qui est intéressant, c'est aussi une façon de se relier à notre agriculture d'ici. Un des principes directeurs derrière le PASUC, c'est de promouvoir les achats locaux et des achats locaux d'aliments qui sont produits de façon durable. Et là, on se trouvera à avoir un soutien économique auprès d'une multitude d'agriculteurs et agricultrices. On pourrait aussi, ce marché-là pourrait être une occasion de dire, on va encourager les pratiques durables en faisant des critères d'accès à ce marché-là. Donc, venir soutenir la transition au niveau des fermes. Et finalement, pour boucler la boucle avec les menus de santé planétaire, si les menus incluent des protéines végétales, ne proposent pas d'aliments ultra-transformés et font aussi de la littératie alimentaire auprès des jeunes, on va venir développer leur palette de goût. Que ces aliments-là, le tofu, le tempeh, les légumineuses, que ça ne soit pas quelque chose qu'on ne connaît pas, ça devient familier et normal d'en manger. Et les aliments ultra-transformés deviendraient du coup aussi moins attrayants, surtout que la littératie alimentaire permet de développer les connaissances et les compétences culinaires et nutritionnelles. Donc, ça ferait en 25 ans, tout ça en douceur, sans avoir besoin de forcer. On ferait une transition où les adultes arriveraient avec des saines habitudes de vie beaucoup plus intégrées. Moi, j'appelle ça une petite révolution tranquille de nos papilles. Voilà. C'est une très belle révolution et très savoureuse en plus. Et je trouve que ça propose un beau récit pour la suite. Oui. Je voudrais juste pas oublier que vous pouvez aller, si vous voulez appuyer, il y a la campagne Bien manger à l'école. Des fois, on se dit, moi, je suis super d'accord pour un programme comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, présentement, il y a une campagne. Vous pouvez aller remplir le formulaire et ça vise à convaincre le gouvernement du Québec de s'engager à mettre ce programme-là en place. Voilà. Donc, à faire absolument pour poursuivre ce récit collectivement. On a besoin de tout le monde dans cette transformation-là. Merci beaucoup, Caroline. On poursuit maintenant avec Jonathan Théoret. Bonjour, Jonathan. Ancien directeur du GRAM et co-auteur du livre Énergie renouvelable, mythes et obstacles.
Il a fondé un éco-bâtiment en copropriété, donc chose fort intéressante. Et depuis 2020, il travaille au Bureau de la transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal, visant à la réduction des émissions de GES. Et on parle avec toi donc société et mode de vie sobre en carbone. Bonjour, merci. Bonjour. Ben oui, un éco-bâtiment qui est pas exactement de même envergure que la Maison du développement durable, mais qui s'est fait à peu près en même temps. C'est vrai? Puis on a compétitionné d'ailleurs pour les mêmes fonds. Ah. Puis Alors. ça a posé un certain nombre de défis. On est reparti d'une reconstruction. Un ancien IGA, Ah, malheureusement, c'est a créé un désert alimentaire dans un secteur à la Chine. Puis on a dû travailler avec une composante de désert alimentaire en même temps. Qu'on construisait cet immeuble-là qui est chauffé par la géothermie avec un des plus grands toits verts accessibles au public à Montréal. Plus grand, plus beau que celui-ci. Ah oui, bon, d'accord, il y a une petite compétition ici. Regroupement de la Chine. J'ai envie de commencer par une question pour la salle. Mentionner que mercredi, il y avait l'activité, la communauté de pratique en communication climatique comme climat. Curiosité à main levée, qui était là mercredi? Quelques personnes. OK. J'ai eu envie de... Je me suis pris beaucoup de notes, mon mercredi. J'avais envie de vous amener peut-être certaines choses, de prendre des apprentissages de mercredi et de les ramener aujourd'hui sur la façon de changer le discours, la façon de parler différemment de ce qu'on fait, de ce qu'on doit faire. Là. Doit faire, c'est une tâche. Déjà, il faut changer ça. Oui, c'est ça. Il faut changer ça. On va trouver autre chose. C'est ça. Puis, le titre, c'est Société sobre en carbone. Société et mode de vie sobre en carbone. Mais là, juste là, ça a l'air plate. Ben c'est ça. Comment on fait pour rendre ça désirable? Non, mais c'est parfait parce que c'est ça. Le but, là, c'est de rapprocher. Bon, on n'a pas le Société sobre en carbone. Bon. C'est pas écrit en bas, Jonathan Théoret doit vous dire que vous devez faire moins de choses. Mais mon parcours, il m'amène à dire que beaucoup de gens autour de moi disent, Jonathan, vous va vouloir nous interdire ça, réglementer ci, mettre un tarif sur ça. J'ai l'impression c'est juste des freins, hein? On a l'impression que c'est ça. Plate. Puis, mais j'ai fait d'autres choses. Quand j'étais au Gramme, on a fait plein de choses. On a planté des arbres. Je regardais combien le Gramme a planté d'arbres. Puis je pense qu'au dernier bilan, c'est plus de 15 000 arbres qui ont été plantés à Montréal et la région métropolitaine. Puis c'est énorme, 15 000 arbres en milieu urbain. Je ne sais pas si vous réalisez, mais des activités d'éducation relatives à l'environnement, former nos jeunes, expliquer à des jeunes, c'est quoi ça du carbone? Parce que déjà, il y a sobre puis il y a carbone. Oui. Déjà, carbone, c'est quoi? C'est austère. C'est. Et savez-vous, c'est gros comment un gramme de CO2? Une tonne de carbone. Ça représente quoi, ça, une tonne de carbone? C'est grand comment? On ne le sait pas. Hein? Oui, c'est assez abstrait comme concept. Oui, puis avec des projets comme carbone scolaire, avec des jeunes, on arrive à leur faire comprendre que 0,2 grammes de CO2, on va faire des maths, 0,2, si on fait 1 gramme, comment ça donne une tonne, mais 0,2 grammes de CO2, c'est la grosseur d'un ballon carbone. C'est un petit origami de papier qu'on est capable de souffler dedans. Déjà, on rend les choses un peu plus tangibles. Puis je pense qu'on a un grand rôle dans nos rôles de communicateurs climatiques, de changer le monde en expliquant des choses, en faisant voir la nature, en faisant apprécier des choses, en faisant goûter une assiette qui goûte bon d'une nouvelle affaire qu'on avait. Moi, avoine nue, je ne connais pas ça. Essayez, Alexandre. Pas Alexandre, c'est Jonathan. Bon, essayez. Vous me recommanderez votre meilleure recette à base d'avoine nue. Je ne cuisine pas tant que ça. Fait que moi, j'ai du genre à souhaiter au resto choisir la chose qui a l'air bonne, mais que je ne connais pas, mais qui a l'étiquette verte à côté, parce qu'il faut que ça soit simple. Un apprentissage de mercredi. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit le fun. C'est pas la troisième affaire, là. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit, je l'ai noté, on va. Il faut que ça soit populaire. Populaire. OK. Puis, donc, je ne veux pas être le seul à table qui va prendre ce mets-là qui a l'air weirdo parce que personne ne l'a jamais pris. Mais moi, je veux avoir un moindre impact carbone, mais je veux aussi aimer mon plat puis que les autres aient envie, quand ils voient mon plat, de dire « Hey, my God, le plat qui est sobre en carbone, là, il a l'air bon en temps. » Puis, je pense qu'on a un rôle vraiment à aller dans cette direction-là.
je voulais vous parler de qui je suis. J'essaie de le faire avec un angle différent d'une présentation plate de réglementer le carbone qui est maintenant mon rôle. Ça fait 3 ans que je suis à la Ville de Montréal au Bureau de la transition écologique et de la résilience. Puis quand je décris mon travail à des gens à qui j'ai peu de temps pour le décrire, je dis généralement que mon rôle, c'est de réduire les émissions de GES à 0 d'ici 2050. Au Bureau de la transition écologique, il y a plusieurs mandats. On a un extraordinaire plan climat, 46 actions qui couvrent une série de pans. On a une équipe, une division qui travaille beaucoup sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. Ma division, mon équipe, on travaille sur la réduction des GES. Réduire les GES à 0 d'ici 2050. Pas pire mandat, je ne fais pas ça tout seul. Puis je me rends compte que de la façon que je le dis, ça aussi, c'est plate. Je dis réduire. Réduire, ouais. Pas un mot positif, ça, réduire. Les GES, ça fait peur, de toute façon. 0. 0, c'est rien de positif dans 0. Ce qui nous amène à penser que. Non, mais. Et puis, oui, je suis d'accord. Fait que là, si je vous dis en plus, je vais vous retirer vos GES. Oh mon Dieu, scandale. Je suis un pas fin. Ça crée. Je vais avoir un attachement à mes GES, finalement. Je vais vouloir les protéger, mes GES. J'ai mon sacro-saint droit à produire mes GES. Maxime Bernier qui disait produire des GES, c'est de la nature. Ne l'écoutez pas surtout. Mais je ne veux pas faire de politique. Mais en fait ce n'est que ça qu'on fait de la politique quand on est sur scène, quand on est ici. Je pense que c'est ça qu'on fait au quotidien dans notre La politique, c'est toujours et partout. Hein? C'est toujours et partout. On a un rôle énorme là-dedans. Puis là, il faut transformer ça en bonheur de faire les choses autrement. Une société sobre en carbone, est-ce que ça peut être une société où c'est le fun et simple de se déplacer dans une ville? Je suis venu ce matin, d'ailleurs, je n'ai pas répondu au questionnaire à l'entrée, je suis venu en Bixi. S'il y a quelqu'un qui veut noter, Maxime, hein, si tu veux noter, je suis venu en Bixi. Je suis parti de la maison, j'ai pris ma petite clé Bixi, j'ai fait bip. En un bip, j'ai pris un véhicule qui était là, qui m'attendait, qui était disponible, qui était électrique. J'avais envie d'aller un peu vite ce matin, de sentir le vent dans le cheveu. Puis j'ai été sur des pistes cyclables protégées presque tout le long de mon trajet. Je suis arrivé ici, j'ai stationné mon Bixi juste au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine à côté. Il y avait plein d'espace pour me stationner. Parce qu'il y en a qui sont venus en voiture, qui ont de la facilité à se stationner. Non, mais c'est facile. Je ne veux pas contraindre le stationnement, mais je veux montrer que c'était donc plus simple, moi, d'arriver ici. Puis, me déplacer un soir pour aller chez un ami qui avait besoin d'un coup de main récemment. J'ai fait du bureau à l'Hôtel de Ville de Montréal jusqu'à chez lui, dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, en roulant de nuit, le soir tard, en sécurité. Je me suis senti en sécurité tout au long de mon trajet. Je lui disais en arrivant, j'ai trouvé ça extraordinaire, mon trajet. Je ne le fais pas souvent, ce trajet-là, surtout le soir. C'était le fun. C'était simple, c'était le fun. J'ai pas eu de trafic, de contraintes routières. Non, c'était le fun. Fait que là, je pense qu'il faut travailler ce message-là sur le fun et non pas sur ajouter des contraintes, bien qu'il faille le faire, mais c'est pas ça qu'on doit communiquer. Non, c'est ça. Il faut quand même que ça demeure quelque chose, comme tu le disais, tu as envie que la personne à côté de toi fasse « Hey, ça a l'air bon, ça a l'air le fun, ça. C'est désirable. » Faut qu'il y ait un gain pour la personne quand même, là. Une petite satisfaction à faire ça. Exact. Puis, il y avait des petites questions qu'on a préparées, puis oui. La première question qu'on avait, tu sais, il y avait la notion de 50 dedans. Est-ce qu'on l'a sous les... Non, pas celle-là. Non, on a simplifié. C'est parfait, mais on a simplifié. Je n'ai pas été bien vite, je n'ai pas envoyé les questions que je souhaitais aborder. Ah, ben regarde, c'est pas grave. Je me suis dit, improvisation, j'ai fait le théâtre musical, moi j'ai fait de l'improvisation musicale, je ne suis pas fait en improvisation. Parfait. C'est parfait, on va jazzer ça, tu vas voir. Mais plein de notes pour dire que j'avais le 50 en notes. Tu sais, le ministre Fitzgibbon, cet été, a sorti 50 moins de voitures. Ça fait de grand bruit. Oui. Je trouve ça extraordinaire qu'on amène cet élément-là dans le discours commun. J'ai un collègue, Vincent Dussault, à la ville, qui m'a sorti, il y a une autre façon de le voir, hein, réduire 50 des véhicules. On peut voir ça autrement. On peut voir que c'est
doubler l'utilisation, le facteur d'utilisation de chacun des véhicules. Pas en faisant 2 fois plus de kilomètres au total. Mais si on dit que pour faire le même nombre de kilomètres qu'on a besoin de parcourir, on utilisait des véhicules néanmoins, mais 2 fois plus les mêmes véhicules. Faire passer de 5 à 10 du facteur d'utilisation d'un véhicule à 10 à 20 on libérerait de la place. On aurait de la place pour faire davantage d'espace comme celui-ci en ville, où est-ce qu'on plante des arbres dans un endroit où, il y a quelques années, avant que la NDD arrive, il n'était pas là, ces arbres. De faire de la place pour ça, pour que chaque fois qu'on ouvre les yeux vers l'extérieur, non seulement on voit de la biodiversité, mais on voit un espace qui a contribué à la séquestration carbone, à purifier l'air, Est-ce qu'on peut parler de purifier l'air plutôt que de réduire les émissions? Encore là, c'est la transformation du discours, c'est la transformation de ce récit qui doit être dans le positif. Puis on se questionnait un petit peu tantôt, là, avant le panel, quel mot on peut trouver pour transformer ça, parce que ça transforme la pensée, puis il faut déconstruire les éléments, tout ce qui est lié au confort, les éléments économiques aussi dans la transition écologique, transition énergétique et la sobriété en carbone, c'est de repenser ces conforts-là, j'imagine. Est-ce que c'est de repenser le confort ou de voir qu'est-ce qui pourrait nous amener du confort? Au Québec, on a de l'électricité propre, pure, on en est fiers. On a une électricité qui est enviable partout dans le monde. On doit continuer à capitaliser là-dessus. Puis le confort, est-ce que c'est se chauffer absolument au gaz? Est-ce que c'est se chauffer absolument au mazout? Est-ce que c'est avoir une cheminée? Est-ce qu'on a besoin pour avoir du confort d'avoir une cheminée? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on est capable, puis on est plus capable encore d'avoir des systèmes qui sont résilients si on a adapté nos propriétés, nos immeubles, qui soient des résidences ou des commerces, à s'assurer d'être capable de passer au travers des périodes de grand froid sans énergie. Donc, de se chauffer avec des énergies propres avant les périodes de pointe, sans avoir besoin de contribuer pendant les périodes de pointe à la demande énergétique, parce qu'on sait faire ça au Québec. Là, on sait il y a du béton en dessous de nos pieds ici, cette dalle de béton. Pourrait-on, à chaque fois qu'on met du béton dans le sol, qui est déjà un impact incroyable, le béton, est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle serve de confort thermique, parce que ça va être une dalle qui va être chauffante, qui va accumuler une résilience thermique, qui va faire en sorte, d'abord, ça va être plus confortable à marcher, depuis qu'on va être capable de passer au travers des périodes de pointe sans avoir à utiliser de cette électricité-là, qui est propre, qui est merveilleuse, hein, mais donc on ne doit pas gaspiller. On doit faire attention, même si notre électricité est propre, à ne pas la gaspiller. C'est hyper important. Il faut mettre toutes les choses en place pour ça. Mais le confort d'une dalle chauffante, je vous dire que ça fonctionne. De fermer les fenêtres. Fermer les fenêtres, c'est quoi? C'est l'efficacité énergétique. Être efficace, c'est pas négatif, ça, être efficace. On est capable d'être efficace d'un point de vue énergétique, ce qui fait qu'on va être efficace en carbone de façon générale, en concevant mieux nos nouveaux bâtiments, s'assurant que chacun des nouveaux bâtiments qu'on construit aujourd'hui soit exemplaire d'un point de vue de leur enveloppe thermique, de leur utilisation de chacune des sources d'énergie. C'est pas plate d'être confortable, on est capable de le faire. On peut le faire simple aussi. Je ne sais pas qui ici. Ah oui, je pose une autre question. Qui connaît ILO? Ah, 40% peut-être. Qui connaît c'est quoi, c'est de la tarification dynamique? À peu près les mêmes personnes. Ça vient comme avec, je pense. Ouais, est-ce qu'il y en a qui sont avec ILO pour à la maison? Est-ce qu'il y en a qui sont... Là, soudainement, on vient de dropper la moyenne. Crédit hivernal. FlexD. Oh, tu nous as perdus. Et là, je vous parle de choses qui sont pourtant accessibles à tout le monde, qui sont méconnues en termes de solutions pour réduire notre pointe énergétique sans avoir à lever le petit doigt dans de nombreux cas. Regardez les publicités de ILO. Il y a un électricien qui va venir chez vous installer des thermostats intelligents. Là, c'est pas la technologie ne nous sauvera pas, mais il y a des petites affaires qui peuvent faire en sorte que c'est plus simple au quotidien. Si le thermostat, il gère tout ça pour toi, là, de préchauffer avant la pointe,
arrêter de chauffer pendant la pointe, à moins qu'on ait un niveau de confort prédéterminé, là, qu'on va lui dire au thermostat, il ne va pas tout faire tout seul quand même. Puis on va en plus avoir de l'argent qui va nous revenir pour avoir bien agi sans avoir levé le petit doigt. Puis en plus, ça coûte quasiment rien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de monde qui est avec ça? Là, je vous le dis, il n'y a pas une raison. Si vous vous occupez, si vous avez votre facture de chauffage à la maison et que vous contrôlez quelle est la source de chauffage et qu'elle est électrique, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas soit avec Elo, soit avec l'option crédit hivernal. Allez vérifier ça, ça vaut la peine. Vous allez même faire de l'argent. Crédit hivernal. L'option crédit hivernal d'Hydro-Québec ou ILO, qui est une autre solution. Non, mais je dis ça, c'est un exemple Oui, de c'est un exemple de solution d'action positive qui doit être déployée de façon beaucoup, beaucoup plus Mm. large, qui est positive, puis qu'on est capable après ça d'augmenter notre littératie énergétique, qui augmente notre capacité d'action pour des sociétés sobres en carbone, sans que ça soit plat. Ben voilà, c'est dit. Bravo. On a réussi à rendre ça positif, à rendre ça constructif puis désirable. Hein? C'est un bel objectif d'atteindre. Puis on va pouvoir continuer ça avec les fresques plus tard. Puis hein, on va continuer sur cette création-là, Jonathan. Sur les fresques. Lundi soir, une soirée fresque ici à la MDD. Je vais probablement m'organiser pour être là. Je suis bien intéressé par les fresques des nouveaux récits en particulier. Oui, hein, entre autres. Je ne sais pas pourquoi. Merci, Jonathan Théoret. Et maintenant, on continue avec Hélène Gervais. Bonjour Hélène, conseillère en environnement chez Recyc Québec, experte en économie circulaire depuis 2006. Tu as contribué à l'organisation des Assises québécoises de l'économie circulaire et coordonné un projet de recherche sur l'économie circulaire pour le gouvernement québécois. Et également, tu as été enseignante en économie circulaire, je ne savais même pas que ça existait, à l'Université de Sherbrooke. Ben oui, j'ai fait tout ça. Tout ça. Ça fait drôle de se l'entendre. Ben oui, hein, je te cite ton CV là, comme ça. Mais merci d'être là pour parler. Donc, avec toi, on va parler économie circulaire, évidemment, parce que c'est ton dada, ton expertise, et on l'apprécie vraiment. Je te lance tout de suite avec une question. Est-ce que je peux? Tout à fait. Merveilleux. À quoi ressemblerait une économie qui serait entièrement circulaire? Est-ce que ça se peut, ça? Ça se peut. Par curiosité, qui a déjà entendu parler d'économie circulaire à main levée? Ah, j'ai un public conquis. J'aime ça. Puis, on va faire d'économie collaborative. Je vais emprunter le pointeur. Parfait, il est pour tout le monde. Donc, économie circulaire à 100%. Donc, on va prendre une machine à voyager dans le temps. Dans quelques années, là, ça ressemblerait à quoi? Donc, d'abord, on consommerait l'équivalent de ce que une planète est capable de produire. On en a juste une. Pour l'instant, on consomme comme si on avait 1,7 planètes à l'échelle mondiale. Donc, on s'en va vers un mur, mais on m'a parlé la commande, c'est récit positif. Oui, donc on va pas vers le mur, s'il te plaît, Hélène. Donc, on consomme l'équivalent d'une planète, puis même, j'aurais tendance à dire régénérative, on pourrait même être en dessous si on était audacieux dans nos façons de faire. Donc, éco-conception, les entreprises qui mettraient en marché des produits, puis tu sais, quand je parle de produits, ça peut être des bâtiments, en fait, tout ce qui nous entoure, auraient le réflexe de tenir compte des impacts sociaux et environnementaux de tout ce qu'ils produisent, de tout le cycle de vie. Donc ça, tout le monde le ferait. Okay? On rêve aujourd'hui. Soyez avec moi. Consommation et approvisionnement responsable, c'est-à-dire que dans nos choix de consommation, comme consommateurs, mais aussi les organisations, dans leurs achats, tiendraient compte aussi de ces impacts-là sociaux et environnementaux. Et en plus, auraient toutes les informations nécessaires pour faire les meilleurs choix, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un défi. Optimisation des opérations, mais ça, ce qu'on veut dire, c'est que les organisations qui produisent des biens consommeraient moins de ressources, moins d'énergie, sobre en carbone, Jonathan, moins d'eau, moins de ressources. Donc, il y aurait cette réflexion-là en amont, puis ils vont faire des économies en faisant ça, puis aussi leur rejet, ça deviendrait des matières premières ou même pourraient les réintroduire dans leur procédé de production. Ça se fait, là. C'est juste que là, tout le monde le ferait de façon systématique. Là, on est vraiment dans la réduction en amont. Réduction, moi, je vois ça très positif, Jonathan. Là, je me porte en faux avec toi. Puis, c'est pour préserver les écosystèmes qui sont très chers à mon collègue ici à gauche. Et il y a plus de gens, j'espère aussi. J'oserais dire oui. Oui.
Donc, là, une fois qu'on a réduit tout ce qu'on pouvait, là, parce qu'on a juste une planète, il faut intensifier l'usage des produits. Comment on fait ça? Il y a déjà plein d'exemples. Économie collaborative, économie de partage. On est-tu obligé d'être propriétaire de de tous nos biens? On peut se partager des biens qui sont utilisés. Je veux dire, si je fais du camping une fin de semaine par année, je peux prêter ma tente à des amis. On est dans cette mouvance-là déjà, mais là, tout le monde aurait ce réflexe-là de se partager pour les utiliser à 100 %. C'est pas normal qu'une voiture soit stationnée 95 % du temps. Donc, il y a vraiment de l'optimisation à faire à ce niveau-là. La location, tout le monde connaît ça. On loue des voitures, on loue ça, mais on peut louer des vêtements. La location serait dans des nouveaux domaines insoupçonnés de plus en plus. Comme ça nous évite de s'encombrer de toutes sortes de biens qu'on va jeter peut-être, puis qu'on ne sait plus quoi faire. Une fois qu'on a intensifié l'usage, là, tout le monde aurait à cœur le prolongement de la durée de vie de ses produits. L'entretien, le fameux manuel du fabricant qu'on ne lit pas là, quand on achète une laveuse, là, mais là, on le lirait là, de façon religieuse pour entretenir tous nos biens pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Et si par malheur nos biens brisent, mais là, on aurait le réflexe de les réparer soi-même ou de les faire réparer, puis il y aurait des réparateurs dans toutes les régions accessibles. On n'aurait pas discuté à trouver les pièces détachées, ce serait un coût abordable. Je vous dis, on rêve, là, mais il faut aller vers ça, OK? Suivez-moi toujours. Dons et revente, réemploi, on donne une deuxième vie à nos produits. On est déjà dans du marketplace, ressourcerie, mais là, ça devient une tendance. Là. On s'approche de ce rêve-là on va aller chercher du seconde main. On va avoir ce réflexe-là d'aller vers l'usager plutôt que le neuf. Reconditionnement, essentiellement, bien là, les entreprises remettraient à neuf leurs produits pour les revendre avec une garantie presque équivalente à un produit neuf. On aime ça, ça va nous coûter moins cher. Économie de fonctionnalité, en gros, là, toutes les entreprises, plusieurs, mettons, entreprises décideraient de, plutôt que de vendre à tout prix un volume important de produits, vendraient plutôt l'usage lié au produit. Donc, ce faisant, l'entreprise a tout intérêt à éco-concevoir en amont, de tenir compte des impacts, parce que là, elle va être responsable pendant toute la durée de vie de son produit. La responsabilité n'est plus au consommateur. Donc, l'entreprise entretient, répare, a un contrat avec le client, puis lorsque le client ne l'utilise plus, le produit, mais l'entreprise va le récupérer, va peut-être le réintroduire. Allô? Oui, donc le réintroduire dans le cycle et va peut-être le recycler, mais ça, c'est la dernière option. Comment? C'est valorisé? Oui, recycler. Mais c'est important le recyclage, mais vous voyez qu'il y a plein de choses à faire en amont. Puis là, j'y arrive au recyclage, là, Jonathan, je vais répondre à ta commande. Ensuite, il faut donner une nouvelle vie aux ressources. Donc, écologie industrielle, il s'en fait déjà. Les rejets d'une entreprise deviennent les matières premières d'une autre. On crée des synergies, des échanges entre les entreprises. Donc là dans une région X, il y aurait des entreprises qui se mettraient ensemble, diraient « Hey, moi, là, ça me prend une synergie. » Donc, elle attirait des entreprises pour boucler la boucle. Donc, on aurait presque plus de rejets dans le milieu industriel ou autres milieux là, commercial, etc. Recyclage, compostage, valorisation énergétique, tout ce qu'on aurait vraiment pu... Il n'y aurait plus d'usage possible, ce serait recyclé, composté ou valorisé, disons, énergétiquement. Donc, tout ça pour dire, dans le fond, dans une économie 100% circulaire, il n'y aurait plus aucun rejet, aucun gaspillage, tout serait réintroduit dans les boucles que vous voyez ici, qu'on appelle les boucles en cascade. C'est une belle commande, hein? C'est une très belle commande, Hélène. Écoute, j'ai comme le cœur qui palpite, comme si j'étais en train de tomber en amour. Je me dis, mais mon Dieu, c'est merveilleux, ce monde-là, je le veux, je le veux. Et vous allez peut-être le voir si vous faites l'atelier de Maxime tout à l'heure, il en parle. On veut plus d'utopie que de dystopie dans notre discours, dans notre conversation, dans notre façon de communiquer la transition pour un avenir meilleur et viable et durable. Et tu l'exprimes, Garde, c'était parfait. C'est ça. Plus d'utopie que de dystopie, puis on est là-dedans. Puis quand on pense utopie, on pense souvent quelque chose qui ne pourra pas se réaliser. On pense quelque chose qui est inatteignable et pourtant, tout ce que tu présentes là et ce que vous avez proposé collectivement jusqu'à présent est à notre portée.
est en cours de processus. Mhm. D'ailleurs, ce qui m'amène à ma prochaine question pour toi, en termes d'avancée au Québec, d'initiatives pour la transition vers l'économie circulaire, il y a déjà des choses qui se sont mises en place tout récemment, des super belles nouvelles dont j'imagine que tu vas nous parler. Oui, puis c'est vraiment stagé parce que regarde, j'ai Mais non, écoute, hein, la vie est ainsi faite. Hey, on est très. Mais oui, en fait, ça va prendre plusieurs années pour se rendre à ce que je viens de vous dire là, mais la transition est déjà amorcée. Puis on le voit, il y a plusieurs pays dans le monde, plusieurs juridictions qui adoptent des lois, des feuilles de route, des politiques, des règlements en économie circulaire. Donc, le train est déjà en marche. Vous êtes mieux d'embarquer dedans plutôt que de le subir. C'est ce que je voudrais vous dire. Je vais vous faire vraiment comme un portrait un peu des avancées, puis c'est pas exhaustif, mais c'est juste pour vous donner une idée. Le thème aujourd'hui, c'est communication. Communication de l'économie circulaire, il s'en fait. Il faut continuer à en faire, mais je vous mets au courant. Il y a une plateforme qui existe, quebeccirculaire.org, qui est fantastique pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à cette thématique-là. Allez voir ça. Vous allez en apprendre plus sur l'économie circulaire. Il y a une cartographie des initiatives au Québec. Vous pouvez même inscrire une initiative si vous en avez. Puis, vous pouvez même recevoir des actualités pour être au fait de tout ce qui se passe au Québec, puis même à l'étranger, parce que c'est une plateforme francophone dans un réseau de plateformes francophones avec des pays en Europe. Le schéma que je viens de vous présenter, c'est une façon aussi de communiquer. On a même maintenant adopté une définition au Québec sur l'économie circulaire. Puis parlant de définition, l'Office québécois de la langue française a publié récemment le vocabulaire de l'économie circulaire. Il y a 120 définitions. Fait que si vous voulez vous amuser, allez voir ça. Il y a À temps perdu. 120 définitions, oui. Quand même. Je vous donne un exemple parce que c'était une des questions. Mais est-ce qu'il y en a des entreprises qui communiquent l'économie circulaire? Puis celle-là, je la trouve le fun. Brick Recyc, qui a été propulsée par Maçonnerie Graton, ils ont inventé, Tommy Bouillon, que vous voyez là, a inventé une machine qui permet d'enlever le mortier de la brique. Puis, ce faisant, ça permet de réutiliser la brique sur le chantier même, donc plutôt que d'avoir des nouvelles briques. Puis là, il s'est dit, il faut que j'informe et comment je vais faire ça pour parler des bénéfices environnementaux et économiques de mon invention. Puis Élise Gravel, que vous connaissez peut-être en collaboration avec Recyc Québec, a fait une bande dessinée. Comme vous voyez, là, je ne vous la lirai pas, là, mais je trouve que c'est une façon ludique de communiquer les effets positifs d'une initiative en économie circulaire. Ensuite de ça, il faut absolument que je vous dise, le gouvernement du Québec est sur le point d'adopter une feuille de route gouvernementale en économie circulaire. Ce n'est pas des farces. C'est un des chantiers de la stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028. Donc, ça s'en vient. Ça va viser les ministères et organismes. Ça vise plusieurs secteurs d'activité. Donc, évidemment, ça va finir par percoler chez plusieurs d'entre vous. Donc, à suivre de très près, là, ça s'en vient prochaine semaine, mois. Donc, on va voir qu'il y a un signal fort du gouvernement de ce côté-là. Et même à l'échelle plus locale, il y a des municipalités ou des régions qui adoptent elles-mêmes des feuilles de route en économie circulaire. Entre autres, la Montérégie a lancé la sienne en mai dernier avec plusieurs parties prenantes. Là, c'est vraiment intéressant. Ils ont fait plein de concertations. Montréal, la ville de Montréal, clin d'œil, a lancé un projet de feuille de route en économie circulaire, la feuille de route montréalaise en économie circulaire. Il y a eu une consultation publique, peut-être vous y avez participé. Et là, la Ville a déposé des recommandations et il y aura une feuille de route bonifiée qui va être lancée. Je ne peux pas vous dire le scope, mais bientôt. Tu dois le savoir. Donc, suivez ça parce que cette feuille de route-là va être accompagnée d'un plan d'action. Donc, pour quiconque vit à Montréal, ça va nous impacter positivement, on l'espère. Puis Recyc Québec, on a publié même une trousse pour aider les municipalités et les régions qui veulent adopter des feuilles de route. Il y a 15 outils adaptables. C'est vraiment le fun. Allez voir ça. Et il y a aussi les symbioses. Tantôt, je parlais écologie industrielle, les rejets de l'un deviennent les matières premières d'une autre. Il y en a 23 au Québec, dans presque toutes les régions du Québec, avec des animateurs que j'aime appeler les Tinder de l'économie circulaire parce qu'ils mettent en lien des entreprises. Hey, as-tu un beau rejet? Ah oui, moi, ça m'intéresse. Donc, c'est ça qu'ils font dans leur vie. C'est super le fun. Allez voir ça. Il y a un site internet, synergiequebec.ca.
qc.ca ou .ca? En tout cas, Synergie Québec. Googlez. Synergie, oui, c'est ça, je voulais vous donner un exemple parce que là, c'est bien le fun d'en parler, l'aspect théorique, mais exemple à Montréal, puis il y en a des tonnes d'exemples, là, fait que je ne vais pas faire de jaloux. Les Trois Brasseurs, eux autres, ils ont de la drèche. C'est un résidu de leur processus de brassage de bière. La drèche est utilisée par l'entreprise Still Good qui en font de la farine pour faire des délicieux biscuits pour mettre en appétit. Oui. Et la farine qui est trop fine, pas qu'elle est gentille, là, trop fine, s'en va chez Tricycle qui la donne aux insectes parce qu'ils en raffolent. Mais les insectes, ça fait aussi des petits résidus, là, des excréments, qui, eux, sont utilisés pour l'agriculture. Donc, vraiment, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres de plusieurs synergies, finalement. Fait qu'on est dans le positif. Je continue. Mobilisation et concertation, c'est essentiel en économie circulaire. Là, c'est mon côté pub de la journée, mais il y a des événements de plus en plus en région sur l'économie circulaire. Puis il y en a un qui s'en vient le 21 novembre au Palais des Congrès de Montréal, les Assises québécoises de l'économie circulaire. Organisé par Recyc Québec. C'est pour ça les cernes que vous voyez en dessous de mes yeux. Donc, allez, on vous attend. On espère vraiment que vous allez être là. Puis, il y a aussi des groupes qui existent. Le Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire. Il y a même un groupe interministériel pour arrimer les ministères et organismes pour travailler sur la thématique. C'est vraiment important, ce partage-là d'expérience, d'information. On est toujours dans la communication. Là, je fais un gros clin d'œil à Maud. C'est vraiment important pour aller plus vite puis plus loin. Il y a même du financement de plus en plus dans la thématique. Il y a même de l'accompagnement. Le Fonds Éco-Leader, ils ont des agents dans toutes les régions du Québec pour aider les entreprises, les organisations à aller vers des experts. Il y a Esplanade qui accompagne. Il y a des cohortes d'entreprises avec des entreprises en démarrage en économie circulaire que Recyc Québec, on est associé. Il y a un fonds en économie circulaire aussi avec Fonds d'action, Recyc Québec, Ville de Montréal. Et appel de proposition, etc., j'en passe, mais c'est pour vous montrer de plus en plus, même le milieu les investisseurs s'intéressent à la thématique. Puis il y a même le monde de la recherche au Québec. On est vraiment reconnu au niveau de la recherche. On a même publié une étude Recyc Québec avec Circle Economy sur à quel point notre économie est circulaire. La réponse est 3,5 %. Donc, soyons positifs, il y a matière à s'améliorer. Il y a plein d'opportunités. Il y a même un réseau de recherche en économie circulaire du Québec avec plein d'universités participantes. Donc, on parle de recherche, mais on parle aussi de recherche-action. Donc, comment ces connaissances-là vont pouvoir se transposer pour répondre aux besoins du milieu. Il y a même des laboratoires d'accélération en économie circulaire qui sont coordonnés par ce qu'on appelle le CIRIEC. Il y en a un dans le domaine de la construction. On parlait du bâti tantôt, là, il y a énormément à faire dans ce domaine-là, donc ça va être à suivre de très près. Il y a 200 personnes impliquées dans ces travaux-là. Fait que c'est super intéressant. Puis, oui, il n'y aurait pas d'autres questions qui s'en viennent. Vision d'avenir. On est rendu là. Écoute, comme tu le dis, il ne faut pas manquer le train parce que ça va vite. Et il y a en masse d'initiatives qui sont faites présentement à toutes sortes de niveaux, à tous les niveaux nécessaires pour que ça se mette en branle éventuellement de manière efficace. Ouais. Là, vision d'avenir. Oui, puis un train électrique, espérons, un train qui doit aller quand même encore plus vite. Moi, je pense qu'il faut accélérer. Puis comment on fait ça? En fait, il y a plusieurs défis, opportunités qu'on peut regarder. La communication est vraiment importante. Je pense qu'il faut... pour l'économie circulaire, pour plusieurs personnes, c'est encore juste du recyclage ou de l'écologie industrielle. Mais vous avez vu, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a un effort à faire au niveau de la vulgarisation, d'expliquer aux gens c'est quoi les bénéfices. Puis aussi faire attention au dérapage parce que là, il y en a qui peuvent utiliser le concept des fois un peu avec des mauvais usages, que ce n'est pas vraiment de l'économie circulaire. Fait que soyons vigilants, je vous appelle à être vigilants. Il faut aussi démontrer les retombées autant économiques, environnementales que sociales pour convaincre les décideurs, mais un peu tout le monde, d'embarquer dans ce fameux train. Mais il faut faire la preuve que ça va être moins cher, que ça va être, il va y avoir des gains environnementaux. On n'y échappe pas. On est toujours dans les gains, la désirabilité. Que ce soit le fun. Voilà, c'est les trois choses faciles, fun et populaire.
Développer des outils de l'accompagnement, rendre ça facile. C'est vraiment important d'avoir des accompagnateurs dans chacune des régions, des experts. Il va en falloir. Pour ça, il faut former la main-d'œuvre aux nouvelles compétences aussi. Quand je dis nouvelles compétences, si on veut faire de la réparation, tout le monde est pour le principe, mais ça va prendre des réparateurs. Puis ça, il y en a de moins en moins. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir déjà penser si on veut que notre scénario fonctionne. Bonifier le financement, adapter. Les institutions financières ne sont pas toujours adaptées, sont complètement dans l'économie linéaire. Puis là, on a des entreprises qui sont innovantes, qui ont des nouveaux modèles d'affaires comme l'économie de fonctionnalité. Puis là, l'institution financière elle n'a pas nécessairement déjà tous les outils, mais on voit que ça chemine, puis ça commence. Il faut aller plus loin à ce niveau-là. Les lois, les règlements, les politiques ne sont pas non plus toujours adaptés. Des fois, ça devient un frein pour quelqu'un qui veut faire de l'innovation. Donc, il faut adapter, mais aussi adopter pour être incitatif puis aller vers l'économie circulaire. Puis, le nerf de la guerre, les indicateurs de performance, je sais que c'est plate, comme tu dis, là, les indicateurs de performance. Ben non, on aime ça, la performance. Mais il va falloir se mesurer, il va falloir voir à quel point on est bon. Puis où on est moins bon pour pouvoir s'améliorer. Pour ça, ça prend des données. Puis, je fais une petite parenthèse. Il y a une norme ISO en économie circulaire là, qui est en train de... Ça fait des années qu'on travaille là-dessus, qui devrait être prête au courant de l'an prochain. Donc ça, je pense que ça va vraiment... Il va y avoir des indicateurs. Il va y avoir aussi une définition mondiale, ce qui n'est pas une mince tâche, mais on y arrive. Donc, suivez ça. Puis... après, je terminerai avec les rôles que chacun peut jouer au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Je pense que c'est vraiment important l'exemplarité. Si le gouvernement veut demander aux entreprises, aux citoyens de faire des actions, il faut aussi qu'ils fassent preuve d'exemplarité, qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils montrent que c'est possible. Approvisionnement circulaire, c'est un beau mot, mais c'est, on disait les politiques d'achat, c'est des grands donneurs d'ordre. Donc, s'ils incluent des critères en lien avec la circularité dans leurs achats, ça va lancer un message fort à tous les fournisseurs. Ils n'auront pas le choix de s'ajuster. Communication, je l'ai dit, des incitatifs, de la réglementation, etc. Donc, ça se fait déjà. Il faut que ce soit encore davantage inclus dans leurs pratiques. Les entreprises revoir leur modèle d'affaires, engager leurs parties prenantes, les clients, les actionnaires, etc. Puis nous, en tant que citoyens, puis en fait, je dis nous, mais tout le monde en tant qu'entreprise est aussi des citoyens, les gens du gouvernement aussi, bien, il faut développer le réflexe de se poser la question, est-ce que je peux consommer différemment? Est-ce que j'ai besoin d'être propriétaire? Est-ce que je peux réparer? Est-ce que je peux partager? Donc, réduire notre consommation, ça va être le fun. On va être mis en réseau, on va connaître nos voisins. Il y a énormément d'avantages à aller vers ça, puis je vous encourage. Puis c'est ça, je termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Hélène. On va commencer par l'applaudir. On va laisser le temps quand même. Merci beaucoup, Hélène. Donc, Jonathan, tu voulais réagir. J'ai une petite question pour Hélène. Hier j'ai rencontré une personne de Partage Club duquel je suis membre depuis quelques mois. Puis c'est une super belle initiative, je trouve. Puis, tout à fait. J'ai appris une chose moi qui m'a surpris, c'est à quel point le gain de partage des choses était bien, mais qu'il y avait un avantage insoupçonné qui était les connexions entre les gens, le réseau social que ça génère. Complètement. Puis, on n'a pas parlé, je suis curieux de savoir, Recé Québec, est-ce qu'il est en arrière de Partage Club ou à les élever? Ou, mon Dieu, on dirait que c'est stagé comme question parce qu'on on est impliqués dans le projet Esplanade, puis Partage Club ont été accompagnés par Esplanade pour une cohorte en économie circulaire et ils vont être présents aux Assises québécoises de l'économie circulaire pour venir présenter leur projet. C'est une application mobile, en fait, qui permet le partage de biens entre voisins. Puis c'est ça, ça crée du lien. Ça fait qu'on apprend à connaître son voisin comme Solon, ceux qui connaissent Locomotion, c'est un peu le même principe. Ils partagent des voitures, des chariots pour les vélos. Donc, ça permet de créer un tissu social super intéressant. Merci de l'emmener. Je me disais, des fois, quand on veut réparer des choses, on se rend compte que finalement, on a besoin d'un outil.
cet outil-là, on ne l'a pas nécessairement. Ben J'ai plein ouais. d'outils. Moi, j'ai fait de la mécanique automobile dans une ancienne vie, puis j'ai des outils, mais j'aimerais ça les prêter aux gens et même accompagner à réparer des choses. Donc, Puis à travers le inscrivez-vous sur Partage Partage Club, puis demandez-moi des outils. Ben oui, c'est ça. Donc, connectez-vous sur Partage Club. Mini-intervention. Donc, la fresque de l'économie circulaire sera ici mensuellement à la Maison du développement durable pour les personnes en ligne. On a une petite intervention au fond également. Donc, une bénévole du Partage Club qui est là avec nous, merveilleux. Oui, je vous invite à aller fouiller pour ça, pour Partage Club. Là, ils ont vraiment un réseau qui s'étend, qui prend en ampleur et c'est vraiment un super concept qui tisse des liens et permet justement cette économie circulaire qu'on souhaite voir arriver à ta manière, en tout cas cette manière que tu nous as présentée ce matin. Dans le futur, Hélène, merci beaucoup encore une fois. Et là, on a 5 chantiers, donc 5 intervenants, et nous allons terminer avec nul autre que Michael Carlier, fondateur de Novae en 2006, qui a contribué pendant plus de 16 ans à la promotion d'une culture d'impact sociétal au Québec. En 2023, il crée Des hommes qui changent, un OBNL visant à valoriser les masculinités positives et accompagner la transformation individuelle et collective. Et avec toi, Michael, donc on parle développement humain et social. C'est ça, c'est le 5e Exactement. chantier. Et donc, je te lance ma première question. Es-tu prêt? Vas-y. Comment pouvons-nous inspirer la prochaine génération de garçons, entre parenthèses, à s'engager activement dans le développement social et humain? En fait, je vais répondre à ta question à travers ma présentation. Je t'en prie. Puis je vais me lever si ça ne vous embête pas parce que je ne vais rien voir sinon. Bon, c'est Je me mets parfait. là, je casse un peu le stage. Ben oui, on parle de récits positifs aujourd'hui. Puis je pense qu'on sort d'une période où les récits positifs n'étaient pas faciles à articuler. Les dernières années ont été un peu difficiles entre la pandémie qui a comme cassé notre élan d'humanité, à nous coincer chez nous, à avoir de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Et puis, on vient de passer peut-être une année, des mois, un printemps, un été particulièrement marqué par des soubresauts climatiques. Et là, s'arrête mon pessimisme pendant 15 secondes. Et là, j'embarque dans l'aspect positif maintenant. Parce que souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, on était mu d'un grand mouvement positif. Rappelez-vous, le 27 septembre 2019, combien d'entre vous étaient dans les rues? Ouais, mais oui, on était nombreux dans les rues ce jour-là. Et là, il y avait comme un espèce de momentum incroyable qui a été largement freiné par la pandémie, mais rappelons-nous qu'il y avait quand même quelque chose, cet engouement, ce discours positif, ce discours même planétaire pour se projeter dans un avenir plus engageant. Alors, oui, aujourd'hui, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile. Alors, comment recréer cet espoir-là? Comment relancer ces discours plus positifs? Et effectivement, tu l'as un peu mentionné, Maud, dans mon introduction. Je crois qu'un des leviers, en tout cas, c'est celui que j'ai envie d'utiliser dorénavant, c'est de parler. C'est un des leviers, c'est les hommes, et pas tant les humains que le masculin. Et ce qui m'amène effectivement, après 16 ans de Novae, qui était le média d'innovation sociale et de développement durable, certains d'entre vous peut-être le connaissez, j'ai créé un nouvel organisme avec quelques amis, hommes et femmes, un OBNL qui s'appelle donc Des hommes qui changent, dont la mission est d'accompagner effectivement cette transformation sur la masculinité, tant auprès des individus que des organisations. La masculinité est un problème dans la société à plein d'égards, puis je vais revenir sur l'aspect de la transition écologique, mais on sait que les hommes sont notamment responsables de beaucoup plus d'accidents de la route, qu'ils vont moins voir les médecins, donc il y a des grands enjeux de santé publique. 80% des suicides sont le fait d'hommes. Bref, il y a une multitude de problèmes sociétaux qui sont liés non pas tant aux hommes, mais finalement à la masculinité, puis ça, je vais y revenir dans un instant. Donc, autrement dit, il y a beaucoup de choses qui reposent sur les belles épaules de l'homme, parce qu'aujourd'hui, être homme, encore, c'est ça, c'est se montrer fort en toutes circonstances, être solide tout le temps, ne pas pleurer, ne pas montrer ses émotions, ne pas être dans ses émotions. Et j'ose croire que les hommes qui sont là aujourd'hui ne sont pas dans ces stéréotypes-là. J'essaye moi aussi de ne pas être dans ces stéréotypes-là, mais c'est quand même ça la norme, c'est ça qui est véhiculé dans notre société, c'est quand même ça, c'est que l'homme, finalement, domine. Pour exister, pour être un homme, il faut dominer
la femme, je ne vous apprends rien. Il faut dominer finalement aussi soi-même, parce que nier ses émotions, il y a une forme de domination de « je refuse de savoir qui je suis en niant mes émotions ». Et puis finalement, on domine nos écosystèmes, notre nature. Je pense que tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui va dans ce sens-là. Mais l'homme, finalement, il est dominé par sa domination. Il y a comme quelque chose qui l'enferme complètement dans son identité qui est construite, mais mal construite. On a parlé de construction, mais il y a des constructions identitaires aussi. Et évidemment, il y a des grandes ramifications avec les grands bouleversements que nous connaissons et que nous essayons de vaincre aujourd'hui, tous ensemble. C'est que cette masculinité dominante, elle est directement issue du patriarcat qui a donné lieu au capitalisme, à une surexploitation des ressources et les effondrements de biodiversité et de nature auxquels on assiste aujourd'hui. Donc, il y a une interrelation extrêmement précieuse entre ce que c'est être homme aujourd'hui et les défis sociétaux et environnementaux auxquels on est confronté. Quelques chiffres qui vont dans ce sens-là, à l'échelle plus québécoise, c'est le baromètre de l'action climatique qui révélait quelques chiffres que j'ai mis ici. Pour 35% des hommes, la crise climatique, ce n'est pas vraiment une menace, alors que c'est seulement 50% des femmes. Donc il y a la moitié des femmes qui voient bien que c'est un enjeu. Les 3/4 des hommes, en fait, se disent « c'est peut-être pas si problématique que ça ». Les hommes se disent, il y a une pensée magique un petit peu que la technologie va nous sauver. Alors, on l'a dit, oui, il y a des éléments technologiques qui évidemment vont dans le bon sens, mais on sera toujours loin du compte si on ne dit que ça sera que la technologie. Il y a des grands aspects comportementaux qui feront beaucoup plus de différence que l'aspect technologique. Puis enfin, on parlait de consommation et d'agriculture et de comment se nourrir. Seulement 36% des hommes minimisent leur consommation de viande dans une perspective environnementale, alors que 49% des femmes le font. Donc, encore une fois, une grande sensibilité. Autrement dit, ce que ça dit, ces chiffres-là aussi, c'est que toute la cause environnementale est extrêmement plus féminine. Et je regarde aujourd'hui qui est là aujourd'hui. 10% de l'auditoire est féminin aujourd'hui. Ça se confirme aussi. Heureusement, on a une parité ici. J'essaie de rééquilibrer un petit peu. Et donc, je mets apaiser ici la masculinité, on peut mettre d'autres verbes, mais repenser la masculinité, réfléchir à la masculinité et ce que ça veut dire être homme aujourd'hui peut avoir donc une très grande répercussion sur beaucoup d'autres choses. Apaiser la masculinité, c'est apaiser la société et potentiellement la planète sur laquelle on vit aussi. Et ça veut dire quoi, apaiser la masculinité? C'est certains comportements qu'il faut développer chez l'homme, des comportements, des compétences qu'on associe tout le temps à la femme pour une raison. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a plein de choses ici que les hommes, et j'ose croire que certains d'entre vous ici connaissaient ça aussi, où on travaille là-dessus, mais encore une fois, globalement, dans les grands critères de la société, ce n'est pas des compétences qui sont très masculines, très valorisées. Alors, comment valoriser des choses comme se montrer vulnérable et imparfait? Je pense qu'on a tous des exemples des hommes aujourd'hui qui disent « non, non, j'ai raison ». Donc, accepter d'avoir tort, d'être vulnérable, d'être imparfait. Développer l'empathie, ce n'est pas des choses qu'on apprend forcément aux hommes à développer de l'empathie. Savoir exprimer ses besoins, ses émotions, ses sentiments. Encore une fois, c'est finalement apprendre à se connecter à soi-même. Ce ne sont pas des compétences qu'on apprend beaucoup aux hommes. J'espère qu'aux jeunes hommes, peut-être un peu plus, mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes à qui on n'apprend pas ces compétences-là. Bref, transformer les aptitudes émotionnelles, développer ces aptitudes émotionnelles chez l'homme, serait un très bon point de départ. Et le contexte y est très favorable aujourd'hui. Il y a de toutes sortes de choses ici et ailleurs qui se passent autour de la masculinité où on voit qu'il y a vraiment des enjeux à réfléchir. Il y a beaucoup de livres, de documentaires, de pièces de théâtre, de festivals qui finalement adressent la problématique de la masculinité. Il y a beaucoup de choses à résoudre autour de ça. Et ce qui nous mène à finalement un contexte favorable à créer des nouveaux imaginaires de masculinité. Comment on peut inventer, j'ai envie de dire, un peu l'homme de demain. Et ça nous amène à se poser certaines questions. C'est quoi être puissant? Puisque l'homme a besoin d'être puissant. Et pendant des décennies, on nous a vendu notamment que d'avoir un gros char très puissant, ça, c'était bien pour un homme. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de véhiculer des valeurs comme ça, de dire que pour être puissant, pour exister en tant qu'homme, il faut une grosse voiture. Je pense qu'on peut être puissant empuissancé, c'est ça le terme français, je crois, de toutes sortes de façons et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros véhicule énergivore. C'est quoi la virilité?
On parlait encore une fois d'alimentation. Le chiffre tout à l'heure nous le disait, hein, que les hommes consomment plus de viande, finalement, ou refusent ou, intuitivement de diminuer leur consommation de viande. Qu'est-ce que ça veut dire d'être viril quand on se retrouve tous autour d'un barbecue entre amis? Est-ce qu'on se fait regarder tout croche si on ne prend pas le gros steak et puis qu'on va prendre une salade de, je ne sais plus comment tu as dit ça, D'avoine nue, par exemple? Est-ce qu'on peut quand même être viril en mangeant de l'avoine nue plutôt que de la viande? Je suis certain que les hommes qui sont ici, vous êtes sensibles à ça, mais encore une fois, c'est quand même les grands stéréotypes qui sont véhiculés dans la société. Encore une fois, si je reviens sur la domination et notre rapport à la nature, il y a encore beaucoup de choses aussi qui sont véhiculées sur l'aspect comment être en lien avec la nature, beaucoup de sports motorisés, la contemplation et d'aller juste regarder des papillons, ça ne paraît pas viril, ça ne paraît pas masculin, il y a quelque chose de très féminin qui est associé à ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être un homme complètement épanoui en étant pleinement connecté à la nature sans qu'il y ait un moteur et du bruit autour de nous? Puis finalement, ça vient beaucoup questionner les critères de réussite sociaux, comment on estime qu'on a réussi dans la vie. Est-ce qu'il faut avoir une grande maison, un chalet, 3 voitures et voyager 8 fois par année? Ou est-ce que les mini-maisons qui sont plus à la mode aussi, est-ce que ça peut être un critère de réussite sociale? Comment on peut se faire regarder comme homme? Le fameux pourvoyeur, est-ce que le pourvoyeur peut être un pourvoyeur d'une mini-maison plutôt que d'une grosse cabane? C'est des questions peut-être qu'on peut se poser. Et puis, on parlait tout à l'heure d'économie de partage, économie collaborative. Les hommes ont beaucoup moins d'amis et beaucoup moins de connexions et beaucoup moins d'implications sociales que les femmes. Toutes sortes d'études le démontrent. Il y a une forme de solitude, de stoïcisme qu'on induit dans la posture masculine qui est à revoir aussi. On parlait tout à l'heure de développer de l'empathie, la connexion aux autres, à la communauté finalement. Ça serait des belles pistes de réflexion. Bref, finalement, c'est d'arriver à, quand je parlais d'imaginaire masculin, d'inventer l'homme de demain. Il peut heureusement ne pas ressembler à l'homme d'hier, ni même d'aujourd'hui. Donc, un homme qui serait finalement mieux avec lui-même, parce qu'il se connaît mieux, parce qu'il s'accepte mieux, parce qu'il connecte à ce qu'il est réellement et non pas ce que la société lui dit d'être pour rentrer dans les cadres d'une certaine masculinité. Plus cet homme-là sera bien avec lui-même, plus il sera en meilleure adéquation avec les autres et ultimement avec la nature, avec les écosystèmes dans lesquels on évolue. Et donc, à travers ces types de compétences-là. Est-ce que ça vous parle? Oui. En tout cas, c'est le genre de récit qu'on a envie de créer. Tu parlais de changer l'histoire pour le futur, d'avoir des nouvelles façon de formuler les choses. Puis j'écoutais un peu les exemples que tu disais de slogans, de voitures et tout ça. Puis l'autre jour, j'ai croisé un véhicule de Walt, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais qui disait la puissance de la liberté. Puis je me disais, OK, pour l'homme, c'est ça, c'est dans ses outils, c'est la puissance et la liberté. Et ça revient à ça, et c'est encore tellement présent aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des mots différents, employer une image différente à faire de l'homme. Et je me demande à quel point ça va être difficile à déconstruire. Alors, je vous propose 3 pistes pour finir, puis après on pourra continuer la discussion. Et je vous propose trois petites pistes d'action, j'ai envie de dire, qu'on peut tous mener. Alors, je m'adresse peut-être un peu plus aux hommes, mais en même temps, tout le monde est concerné. Donc, mais pour les hommes, incarnons ces valeurs-là. Et je suis encore une fois convaincu que les hommes qui sont là, ils sont très sensibles à ce que je viens de dire. J'imagine qu'il y a plein de choses que je ne vous apprends pas forcément tout, mais incarnons et soyons aussi des porte-voix. En fait, soyons fiers d'incarner notre type de masculinité, d'être des hommes, j'ai envie de dire, différents. Soyons des porte-voix aussi pour l'ensemble de la société. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont portés par les femmes depuis très longtemps. On parle beaucoup des alliés. Soyons des alliés, incluant dans l'aspect transition écologique. Accompagnons nos garçons, évidemment, on parle de déconstruction, mais il y a aussi la construction dans les plus jeunes. À l'adolescence, on sait que c'est une phase dans la vie qui est extrêmement sensible de comment s'identifier au groupe, aux autres, à la communauté. Il faut qu'on ressemble aux autres, donc comment accompagner nos garçons qui sentent qu'ils pourraient être autrement, qui pourraient être forts mais empathiques, forts mais vulnérables, etc. Donc, évidemment, accompagnons nos garçons dans cette pluralité de la masculinité. Puis enfin, parlons aussi aux hommes autour de nous, qui sont peut-être déjà des adultes, mais c'est pas facile de sortir des stéréotypes, c'est pas facile de s'extraire d'une façon de faire, c'est pas facile de sortir de cadre, j'ai envie de dire, du patriarcat, de la société telle qu'elle nous dit d'être.
Alors, si nous, on a pu faire quelques réflexions en plus et si on a pu faire quelques pas en avant, accompagnons ceux qui sont peut-être juste derrière, qui ont juste besoin qu'on leur tende la main, leur dire « c'est correct, on peut réfléchir à ta masculinité aussi ». Donc, faisons ce petit bout de chemin-là. Puis, je vous laisse sur une citation. Un tout petit livre pour un très grand titre, « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles » de Steve Gagnon chez Atelier 10. Je vous la lis parce que je trouve ça très beau. « Nous sommes ces hommes intranquilles. Et puisque avec vous, j'ai envie de faire le chemin, je nomme ici votre hargne volcanique jamais amortie, votre sensibilité incommensurable, votre romantisme errant, votre appétit vorace, votre générosité absolue, votre persévérance qui ne connaît pas le vertige, et je nous demande, serons-nous les éclaireurs d'une société brave et reluisante, ou serons-nous ces hommes qui ne se seront jamais interposés entre la beauté et le carnage ?» Je vous laisse là-dessus. Magnifique final. Quoi ajouter de plus? Merci Michaël. C'est déjà la fin de notre panel. On est au bout de notre temps. Je pense, je vois Julie qui me regarde avec ses beaux grands yeux, puis là, je pense que c'est la fin pour nous. Si jamais il y en a qui ont des questions, peut-être comme y aller après? Ou... Ben oui, mais vous restez avec vous. Oui. Puis je vais parler tout bas. Il y a de l'écho. Baisse mon son, s'il te plaît. Mais vous restez avec nous pour dîner? Vous restez Donc, pour dîner? voilà. Je pense qu'on a quelque chose On a de quelque possible. chose. Je te laisse conclure. Mais oui, absolument. Donc, c'était une amorce pour tout ce qui viendra aujourd'hui. Comme on le disait au début, c'est 5 chantiers à les construire, parler différemment de tous ces aspects-là de notre vie et de notre futur. Et vous serez appelés à le faire donc plus tard aujourd'hui. Alors, gardez tout ça en tête, laissez-vous inspirer et puis on se retrouve plus tard. Merci.